Messieurs les Présidents, merci beaucoup à l'organisation du meeting de m'avoir demandé de participer à la partie urgence des choses. Bien que ce ne soit plus mon domaine d'excellence et d'activité quotidienne, je me souviens avoir commencé il y a 17 ans à travailler sur l'hémorragie de la délivrance après une catastrophe arrivant à l'hôpital de la Lariboisière tout à fait par hasard, étant de garde, et la situation gravissime. On avait trouvé un obstétricien de libre, présent, un radiologue de libre, présent, un anesthésiste réanimateur libre, si on peut l'être, mais présent. Et on s'était réunis pour dire qu'est-ce qu'on fait, et on avait commencé à dire on va emboliser, et c'était il y a 17 ans. Comme il y en a eu une deuxième dans la semaine, je me suis dit ça devient une affaire qu'il va falloir quand même organiser un petit peu. Et on a organisé ça, et depuis 1687 parturientes ou post-parturientes sont venues à la Lariboisière. Et donc on a vu évoluer le problème au fil du temps, et en 10 ans les choses ont évidemment totalement changé, chacun ayant pris conscience de la nécessité d'avoir une structure, des moyens, une réflexion sur ce sujet qui était quand même souvent, quand ils arrivaient il y a 15 ans, très catastrophique. De nos jours, c'est moins évident que par le passé, et tant mieux. Et puis toutes les sociétés savantes, y compris les nôtres, se sont mises en devoir de contrôler cette affaire-là. Et donc la situation est moins dramatique qu'elle ne l'était. Et donc je vais juste raconter des histoires que vous connaissez déjà, mais c'est un vrai sujet pour un anesthésiste réanimateur travaillant dans un hôpital de taille moyenne, qui est susceptible de recevoir ce genre de parturiente. Et je me souviens qu'à cette époque-là, les dogmes étaient ça saigne, globule, coagulation anormale, compensation. Enfin bref, on traitait des nombres. Comme on l'a fait d'ailleurs dans tout le reste, faut bien le dire. La pression est basse, on la monte, le débit est haut, on le descend, il est bas, on le remonte. Le pipi est pas assez, on fait pipi, il est trop, on arrête de pisser. Enfin bref, on est symptomatique la plupart du temps. Avant qu'on comprenne comment les choses se passent, ça prend du temps. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je ne vends pas de facteurs de coagulation ou d'anticoagulation, de substitut du sang ou du plasma, et je ne touche que mon salaire tous les mois. Modeste au demeurant d'ailleurs. Donc les hémorragies du postpartum, vous connaissez ça très bien, j'imagine. Là où le problème est plus utile dans ce genre de topo, c'est quand on est dans un hôpital où il n'y a pas forcément une activité de maternité majeure, ou pas de maternité d'ailleurs, mais la maternité elle est un peu à côté. Et puis il y a des cliniques autour qui font 200, 250 accouchements. Et voilà, alors c'est pas beaucoup d'hémorragie de la délivrance quand on demande à chaque clinique. Mais si vous en avez 3 par an dans la clinique, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de cliniques. Et donc beaucoup de cliniques qui n'ont pas beaucoup d'entraînement, qui n'ont pas beaucoup de globules parce qu'il n'y a pas de centre de transfusion, il n'y a pas de transfusion possible. Il y a un moment de malaise, de mal-être, où on vous téléphone, on sent le trémolo dans la voix qui fait que la situation est contrôlée, but nevertheless, ça serait mieux que vous la contrôliez vous-même aussi. Et donc il faut transporter, et ça c'est pas simple, et si c'est 10 minutes ça va. Mais là, il y avait un moment où on nous emmenait les gens de Nancy, prendre l'avion aussi, et puis l'hélicoptère, et on voit que l'hélicoptère, c'est pas toujours facile. Donc voilà, le diagnostic d'hémorragie du postpartum est assez simple, la plupart du temps, sauf quand il n'est pas simple, mais on voit le saignement. Le contexte et le saignement, c'est facile. Quand il y a un contexte, mais pas le saignement visible, mais qu'on a l'impression que ça se passe mal, là, ça commence à déjà plus compliqué, et on est dans une discussion avec un gynécologue obstétricien qui fait « Non, tout va bien. Alors, écoutez, la délivrance a-t-elle été effectuée ? Oui. Mieux vaut un bon coup d'œil qu'une mauvaise impasse. Donc, même si ça a été effectué, même si la révision a été faite, second look is okay. Avec vous, je mate. Je veux mater. Pas microangiopathie thrombotique. Regardez si véritablement il n'y a pas une plaie de la filière, parce qu'on s'est fait avoir tellement de fois par la plaie de la filière, l'utérus super fort, et la filière saigne. Alors on peut toujours courir avec les utéroconstricteurs. Pour la filière, ça marche moins bien, il faut bien reconnaître. Donc on fait la délivrance, tout ça sous anesthésie, et on met des constricteurs en tout genre.
Et moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je connais un peu l'hémodynamique. Et c'est vrai que l'ocytocine, ça m'a intéressé parce qu'on n'en fait pas dans le choc septique. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Parce que ça marche bien, hein. Ça fait des poussées hypertensives féroces. Ça ne dure pas longtemps. Mais ça marche bien, c'est constricteur. On pourrait faire ça. Alors, quand on a un coup de fil en disant, voilà, ça t'ennuierait pas de prendre Madame Duglan elle est encore là, mais franchement, là, on l'a fait 2 fois, là, écoute, je te l'envoie parce que, bon, il est 18h, c'est vendredi, samedi, c'est le 15 août, donc, voilà. Et donc, nous, on est là, parce que c'est vendredi, qu'on est content, il est 18h et qu'on rentre pas chez soi tout de suite, on la prend. Et elle arrive et tout le monde est prêt. Et ça, c'est vraiment l'exemplarité de l'efficacité, de la multidisciplinarité des gens. Quand les gens s'entendent bien, qu'ils sont compétents, qu'ils travaillent ensemble et qu'ils accueillent le malade, waouh, formidable. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a rien qui se passe. Alors on examine, le gynécologue examine, l'anesthésiste réanimateur sulprostonise, et puis, il prend des relais par les ocytociques quand ça a marché. Il est content avec ça. Pendant ce temps-là, parce que nous sommes quand même méfiants, on se prend une petite voie veineuse pour passer en fait une bonne quantité de sang s'il y en a besoin. Et on vérifie que la partie transfusionnelle peut suivre. Et là, quelquefois, c'est quand même un souci majeur. Je dois dire très honnêtement qu'on est arrivé à des chiffres, pas voulus, mais de basse hémoglobine, de l'ordre de 2,5. 2,5, c'est pas beaucoup, vous êtes d'accord. Pour une femme jeune, 2,5 qui vient d'accoucher, no way, elles ne meurent pas, les femmes qui viennent d'accoucher. C'est increvable, les femmes qui viennent d'accoucher. Increvable. Nous, les mecs, avec le quart de ça, on serait déjà morts depuis longtemps. Mais les nanas qui viennent d'accoucher, increvable. Donc 2, oui, c'est pas terrible. Tachycardie 150, oui. Ça continue de saigner, oui. Pas de diurèse, non. Ça va, madame? Où est mon enfant? Et là, on est embêté parce qu'on ne sait pas où il est. C'est la vraie vie, ça. Quand ça persiste, là, il y a écrit 30 minutes, je propose de faire moins. Parce que 30 minutes à jet continu, ça fait du dégât, surtout quand on démarre à 2. 2 moins 30 minutes égale pas grand-chose, donc il vaut mieux faire plutôt 15, ça serait bien. Et donc, malgré le traitement avec les prostaglandines, ça continue. Et là, on a le radiologue qui fait « Bon, on y va, tout est prêt. » Et là, on pique, on monte, etc. Le temps d'installer tout ça, il est déjà installé, il est prêt à emboliser. Un radiologue qui sait faire, parce que tous les radiologues savent faire, comme tout le monde, c'est tous tout faire. Mais un radiologue qui sait faire, c'est quand même mieux qu'un mec qui ne sait pas bien faire. Juste pour mettre l'embolisation au bon endroit, quoi. Ça a l'air bête ce que je dis, mais il y a des reins qui ont été au baquet à cause de ça. Il y a des jambes qui ont eu quelques raideurs pendant des années parce qu'elles étaient ischémiques. Et la colle, quand elle y est, elle colle. Donc, un radiologue, c'est bien quand il connaît bien la musique. Et quand il connaît la musique, il embolise, il ne se pose pas de questions. Il voit la flaque, bon, c'est facile. Il ne voit pas la flaque parce que ça ne débite pas assez, il n'y a plus grand-chose à débiter. Il ne la voit pas, il dit « je ne vois pas la flaque, donc ça ne saigne pas tellement ». Errare du manomètre, si j'ose dire, ça saigne, mais ça ne saigne plus parce que c'est constricté par le sulprostone, par les trucs que vous mettez, donc on ne voit plus vraiment la flaque. Allons-y, systématique, on fait le complet. Et on ne fait pas de finesse, on n'est pas dans la finesse. Vous savez bien que je ne suis pas dans la finesse, par conséquent, j'embolise. Embolisation artérielle, et là, nos radiologues nous ont appris énormément de choses, ils ont été très courageux, très inventifs, très osés. Et donc on fait les premières études sur le sujet et c'est très efficace, il faut reconnaître que ça marche très très bien. La chirurgie exceptionnelle dans le sens dans lequel je suis en tout cas, peut-être sur les 1500, 2, 3 hystérectomies d'hémostat, parce qu'on n'y arrivait vraiment pas, mais en général ce sont des patients qui ont des hémorragies adhésivantes dans le cadre d'un syndrome beaucoup plus complet, qui est l'embolie amniotique grave, sur lequel de toute façon ça va finir très mal. Et l'hémorragie postpartum, finalement, n'est qu'un élément du pronostic global. J'entendais tout à l'heure parler de l'éclampsie. Dans le sepsis, une fois qu'on est parti, c'est pareil. On met un anti-bignou, ça ne marche pas. Et on a opéré le malade de la péritonite, il continue à quand même mourir. Donc l'affaire est partie. Et là, c'est pareil. Plus tôt vous arrivez à faire les choses, mieux vous en sortirez. Donc on embolise les vaisseaux. C'est joli ces vaisseaux. Hein. Ils sont tout particuliers, les vaisseaux utérins. On les embolise et on se dit, oulala, oulala, oulala. Au début, les premières fois, je dis, mais on va perdre l'utérus, on va nécroser l'utérus. Eh ben non.
Il y en a 7% qui ont refait des petits, avec le même utérus, embolisé. Et sans faire d'hémorragie de la délivrance, quand même un comble. Pourquoi vous avez fait la première? Nobody knows. Voilà, alors on nous dit, bon, c'est grave quand même dans les conséquences. C'est vrai que hypotension, tachycardie, pas beaucoup d'hémoglobine, augmentation de la consommation d'oxygène, diminution de l'apport, on peut se dire, je peux avoir de l'ischémie myocardique. Et effectivement, il y a probablement l'ischémie myocardique. En tout cas, dans ce papier qu'on avait fait dans la maison avec Alexandre, il y avait une augmentation de la troponine. Cela dit, la troponine qui ne monte pas de nos jours dans une situation aiguë, vous avez vu, vous? Donc je ne sais plus très bien ce que ça veut dire, la troponine qui monte. C'est quand elle ne monte pas que je m'inquiète. Alors qu'elle devrait monter, je me dis, là c'est grave. Et effectivement, c'est très grave en général. Mais ce n'est pas dans le domaine de la femme enceinte qui vient d'accoucher qui a l'hémorragie de la délivrance. Alors on regarde les pressions, vous voyez, c'est 80, c'est pas terrible. La pression diastolique 40, c'est pas terrible. Et celles qui ont la troponine élevée, elles ont plutôt une pression systolique et diastolique qui est un peu moins bonne, 40 versus 53, que celles qui n'ont pas la troponine élevée. Donc clairement, le fait qu'il n'y ait pas de pression de perfusion suffisante, il y a de la troponine, on peut penser qu'il y a de la souffrance. Parlons pas de nécrose, mais parlons de souffrance du myocarde. Bon, voilà, elles sont plus souvent embolisées, mais même si ce n'est pas significatif, elles reçoivent plus de transfusion, d'intensité de transfusion. Donc c'est pas forcément simple, mais c'est pas non plus très compliqué. On n'a jamais vu, en tout cas moi j'ai jamais vu, de gens ayant fait un infarctus et qui est une dysfonction à J3 à l'échographie quand elles sont revenues, elles ont arrêté de saigner, que ça va mieux. Donc la femme qui vient d'accoucher est increvable, je vous le rappelle. Deuxièmement, elle a un foie, c'est pas un foie, c'est une usine extraordinaire. Elle fait des globules, elle fait de la coagulation, des facteurs de croissance, comme on n'en fera jamais, même si on vient du ventre de notre maman. Elles font tout pour corriger ça vite fait. En 6 heures, 5 heures, 4 heures, sans rien, la moitié de la coagulation qui était catastrophique, si vous regardez les chiffres, vous allez voir, tout est corrigé à moitié, ça ne saigne plus, tout va bien. Moi, personnellement, je ne mettais rien. Pas un gramme de quoi que ce soit. Arrête l'hémorragie, that's it. Et le foie de madame fait le reste. Et il est efficace, ça, je peux vous dire. Alors on nous dit, mais vous savez, le rein, attention, c'est très grave pour le rein. Le rein ischémique. Vous avez appris le rein ischémique. Perfusion du rein. Ouh, c'est dangereux ça. Donc moi, je m'attendais à avoir une foultitude d'insuffisance rénale aiguë du fait de l'ischémie, tachycardie, vasoconstricteur, pas d'hémoglobine, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Jamais. La baisse, mon fils. La baisse. Jamais. Ah. Bon, alors la pression, oui, on a maintenu la pression systolique avec des transfusions massives. Transfuser, c'est pas bon pour le rein non plus, hein. Quand on en met beaucoup, il y a beaucoup d'hémoglobine libre, ça vasoconstricte, et c'est comme ça que la pression monte avec les transfusions. Si j'arrivais à avoir une machine, ça serait bien. J'en ai pas, bon. Bon, bref, en tout cas, il y a une pression artérielle qui a nécessité plus ou moins de transfusions. Mais quand on fait beaucoup, on s'attendrait à beaucoup d'atteintes rénales. Eh bien, on voit qu'il y a une atteinte rénale. C'est vrai que quand vous transfusez plus de 4 kg globulaires, la créate, qui était à 60 en moyenne dans cette population de 249 patientes, passe à 85. Très très grave, hein. Très très grave, hein. 60, 85. Bon. L'urée, qui était à 3, passe à 4,5, 5. Très très grave, hein. Le lendemain, fini, terminé. Où est mon bébé? Le reste, on s'en fout, vous voyez, le lendemain. Terminé. Donc, l'histoire perfusionnelle pure du choc hémorragique qui donne de l'insuffisance rénale, it is pipeau. Il faut du choc hémorragique peut-être, mais il faut surtout du choc inflammatoire, c'est la polytraumatologie. Là, oui. Mais dans ça qui est de l'hémorragie pure, pipeau. Donc le rein, pas un souci. On met des drogues utérotoniques, voilà, vous connaissez, c'est des vasoconstricteurs, hein, c'est pas du pipeau. On pourrait l'utiliser dans le sepsis, on l'utilise pas, mais on pourrait. Et on voit qu'une petite dose, c'est mieux qu'une grosse. Pour une fois que c'est dans ce sens-là, on ne va pas s'en priver. Donc 2 unités, c'est mieux que 5. Eh ben oui. La fréquence cardiaque, voilà, la pression artérielle, tout ça, avec les petites doses, je fais plutôt mieux qu'avec les grosses doses. Parfait, monsieur. Les prostaglandines. Ah, les prostaglandines. Nobel Prize. Vous vous souvenez?
vous souvenez qu'il y a eu le Nobel Prize sur les prostaglandines. Je vous le dis, John Vane, pas le canasson, l'anglais, Sir John, il est mort. Bon, bah c'est constricteur, ça constricte, on a commencé à utiliser ça, c'était très dangereux. Ouh là là, éthiquement c'est inaccessible, puis maintenant tout le monde en fait, et c'est très bien. Il faut l'injecter rapidement, une ampoule en 1 heure à la seringue électrique, une ampoule de 4 à 6 heures à la seringue électrique, pas d'injection IVD, donc l'externe ne s'occupe pas de ces malades-là. Pas d'injection intramurale non plus, je dirais que l'interne en obstétrique ne s'en occupe pas non plus. Surveillance, je n'insiste pas. Alors voilà les pharmacocinétiques qu'on peut observer. L'intramusculaire, je déconseille. Un peu comme la néradrée intramusculaire. Moyen. Mais par contre, une petite perfusion lente, sympathique, en 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est pas mal, surtout si cliniquement ça s'arrête de saigner. Le délai, the earlier is the best as usual. Plus vous attendez, plus ça va pas marcher. On dit merder en langage pas correct. Vous voyez ici, là, le nombre de gens qui ont du succès, là, ils sont 93% à avoir eu avant la 30e minute du Nalador. Ça reste vrai dans les groupes à échecs qui sont traités plus vite, ils ont quand même échoué. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur les choses concernant les vasoconstricteurs, utéroconstricteurs. Est-ce qu'il y a des essais, puisqu'il faut de l'evidence biased medicine, il y a des essais pour nous dire vous avez raison de faire ça. Vous savez, les essais, il faut se méfier. Hein. Mais enfin, on voyait que là-dedans, le total, là, le petit losange, il mord le 1, là, comme hier, là, il mordait le 1, il arrivait à 1,15. Enfin, quand même, la plupart des 3 essais, c'est-à-dire que c'est pas beaucoup, sont plutôt du côté en faveur du sulprostone. Pareil pour les pertes sanguines, il mord le 1, mais il est plutôt du côté de je réduis les pertes sanguines, donc c'est plutôt pas mal. Les autres traitements, on va passer rapidement parce que le temps passe. Voilà, alors ici, équipe française que l'on salue pour avoir regardé en quoi le fibrinogène devait être supplémenté et combien. Et ben vous voyez, ils disent que voilà, le fibrinogène est bas quand ça saigne beaucoup et il est moins bas quand ça saigne pas beaucoup. Donc plus c'est gras, plus la coagulation est altérée, ce qui nous va assez bien. Et vous voyez ici la rock curve avec 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes. Donc effectivement, ça a l'air de bien corréler à la gravité du saignement. Et donc ça vaut le coup d'en donner. Mais finalement, peut-être pas tant que ça, parce que les différences sont pas énormes. Elles existent, c'est pas des logs, hein. Elles existent entre les sévères et pas sévères, mais pas tellement finalement. Et donc, on doit donner pour avoir au moins 1 gramme de fibrinogène pour être sûr, mais on n'a peut-être pas besoin de monter plus que ça. Or, je pense que l'on surtraite un certain nombre de patients avec le fibrinogène. Étude rétrospective, 1500 ml sur 3 ans. Voilà, 18 500 accouchements, 456 hémorragies du postpartum, 1500 ml à 2,5%. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. On n'est pas là pour discuter des fluides. 60 hémorragies du postpartum supérieures à 4 kg globulaires de transfusion, c'est quand même très sévère. Ils font des tests d'hémostase chez ces patientes. Ils n'ont aucun décès. Ils sont bons, hein. Nous non plus, d'ailleurs, on n'en a pas. Et vous voyez, on a essayé de faire un score pour que dans la clinique ou l'hôpital où on vous téléphone, vous puissiez aider les gens à dire « je vous l'envoie, je vous l'envoie pas ». Alors ce score est probablement pas mauvais. Il a mis beaucoup de monde dans la confidence. Donc voilà, vous êtes tous coupables, donc c'est très bien. Et on peut dire qu'un TP inférieur à 50%, associé avec un fibrinogène à 2 grammes et une hémorragie qui persiste, hop, on envoie au centre qui peut emboliser. Ça me paraît raisonnable. Au-delà de ça, si vous n'avez pas ces chiffres-là, on peut encore rester dans l'endroit où on est. On a de bonnes chances, soit que ça s'arrête, soit que les méthodes obstétricales aient marché, soit que ça s'aggrave secondairement, parce qu'il y a 15% qui vont rejoindre ce groupe-là et va être finalement transféré au bon endroit. Alors, vous voyez, quand on perd du sang, ben, plus on perd du sang, plus le fibrinogène est bas, mais je dirais que plus c'est grave pour tout. Quel niveau de fibrinogène faut-il? Alors je vous dis, 1 gramme, c'est sûrement bien. En fait, je pense que 1 gramme, c'est bien, mais comme on est extrêmement dilué en quantité massique, probablement qu'on n'a pas besoin d'1 gramme de concentration, ça fait des quantités de fibrinogène assez élevées. 0,8 suffirait certainement, mais enfin, gardons 1 gramme, c'est plus simple. La transfusion, je ne vous apprends rien. Vous savez mieux que moi l'histoire du
Je donne des PFC, des culots globulaires 1 pour 1. Je n'insiste pas, vous êtes des éminents spécialistes de cette affaire-là. Et puis les médicaments procoagulants. Alors moi, je ne sais pas. Je vais peut-être m'arrêter là, d'ailleurs, pour ne pas manger mon temps, pour qu'on puisse discuter, parce que j'aimerais avoir votre avis. Qui donnerait du facteur 7 activé et d'hémorragie à délivrance grave, ayant résisté aux vasoconstricteurs, chez qui je n'ai pas une anomalie de la filière, avec un utérus atone et un placenta percreta qui continue de saigner malgré une révision bien faite mais incomplète, est-ce que je donne du facteur 7 activé? Qui donnerait du facteur 7 activé? Je saigne toujours, je veux savoir où est mon bébé, mais j'ai 35 ans, je suis une vieille prébipare, 4e geste. Voilà. Dans la salle, qui donnerait du facteur 7 activé? Oui. Non, parce qu'on fait le staff, là. Qu'est-ce que je fais? Personne, visiblement. Personne, visiblement. Eh ben, alors, on est tous d'accord. On n'en fait pas, et voilà, et on s'en sort pas plus mal. Alors, il y a des gens qui pensent autrement. Hein. Il y a des gens qui sont plus... Enfin, il y a quelques années, on va dire, il y a 4-5 ans, le 7 c'était un chiffre qui avait une valeur de Dieu, le chiffre 7. Il faut reconnaître que depuis, les choses se sont un peu gâtées. Alors, je vais juste passer là-dessus pour arriver à ça, parce que c'est vraiment un souci pour moi qui n'est pas très clair. Voilà, le 7 activé. Alors, on nous montre tout ça, ça va mieux quand on fait du 7 activé. C'est vrai que ça coagule plus. Ça, c'est vrai. Moi, j'en ai fait qu'une fois dans ma vie. Le malade n'a pas perdu une goutte de sang dès lors qu'il a eu le facteur 7 activé. Il a pris en masse et on n'a vu plus qu'à le mettre dans la boîte raide. Tellement c'était coagulé. Donc, je me suis dit, voilà, super efficace. Hein, Mais j'avais un peu loupé le but, quoi. J'avais dépassé le but. Donc je me suis dit, c'est quand même embêtant. Je regarde dans ce papier-là en 2009 et je vois que sur 2128 utilisations de 7 activés, 110 utilisations quand même pour les hémorragies du postpartum. Donc c'est pas... Il y a des gens qui en font. Et la dose moyenne, 90 microgrammes par kilo en monodose. On ne revient pas sur les lieux du crime. One shot. 64% d'efficacité la première. Alors l'efficacité, c'est quoi? C'est je saigne pas. Plus. 76% d'efficacité quand je reviens sur le lieu du crime. Donc plus j'en mets, plus ça coagule, donc moins ça saigne. Mais je fais quand même 21% d'hystérectomie, donc ça saigne, ça coagule, mais pas partout. Il y a 9% de mortalité à 28 jours. Non mais attends, c'est énorme. Il y a une encéphalopathie anoxique, ça n'a pas dû bien se passer, on va dire, le truc. Une embolie pulmonaire diagnostiquée et une thrombose veineuse profonde diagnostiquée, sans parler des thromboses cérébrales, parce que tu parlais des troubles cognitifs. Alors là, le cognitif peut être très très malade après parce que ça thrombose partout, including dans la boîte. Or la boîte, on voudrait quand même la garder le plus longtemps possible. Je prends un autre papier, je vois pulmonary embolism 1, disséminité 8, acute respiratory distress syndrome 3, Other 18, voilà, je dis quand même, les effets secondaires ne sont pas nuls. Donc, prudence. Inclusion terminée, analyse en cours. Peut-être qu'il y a les résultats, il y a des gens dans la salle qui ont les résultats de ça, moi je ne les ai pas trouvés. Mais si vous les avez, donnez-les-moi. Donc en fait, on n'en donne pas, quoi, grosso modo. Sauf exception. Les 2 fois où on en a donné, c'était toujours pareil, des embolies amniotiques graves, documentées d'ailleurs. On avait publié même les trucs. Mais bon, une fois qu'on a mis ça, il meurt quand même. Hein, donc il meurt plus riche, coagulation normale. Mais vous préférez mourir coagulation normale ou anormale, finalement, ça change pas, hein, c'est pas énorme. Donc voilà comment on fait. Donc nous, on reçoit le patient qui est censé être équilibré parce qu'il a été fait avant. Le saignement est actif? Non. On fait quand même la surveillance et on va quand même, je ne sais pas marqué là parce que c'est pas honnête ce que j'ai mis là, on fait la révision systématique. Et puis vraiment, quand on scrute, on look, enfin, on y est, quoi. Bon, la filière. Ensuite, de quoi ça saigne pas? On arrête la transfusion, on attend et on voit. Ça ressaigne, on regarde, on refait, et puis si ça va pas, on va à l'embolectomie, pas l'embolectomie, à l'embolisation, pardon, et on fait la prise en charge en radiologie, mais on a le temps, on est peinard.
soit c'est très actif, et ça nous arrive de les recevoir directement en salle de radiologie interventionnelle. Et là, on fait l'embolisation immédiate. Moi, j'en ai perdu une sur la table, je le reconnais. Le temps qu'elle s'installe, arrêt cardiaque, ça, on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'était foutu. Donc, c'est des souvenirs terribles, quoi. C'est des souvenirs terribles qui vous marquent un bonhomme, une femme, je ne dis même pas, un bonhomme à vie. Donc, c'est pas de la mie de pain, ce truc-là, c'est une vraie stress. Donc, voilà, en gros, pour nous, ce que c'est aujourd'hui l'évangile délivrant. Mais c'est tellement protocolé et, je dirais, devenu facile, entre guillemets, dans le déroulement multidisciplinaire, que l'interne de 3e semestre le fait. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion.